voici à nouveau ensemble pour ces 2 heures de libre antenne avec le talentueux Fifi et Asiba et Quentin au standard, tout à l'écoute de vos appels. Pour nous joindre, vous composez le 39 21 21 ou vous pouvez envoyer un SMS au 7 21 21 commençant votre texto par le mot nuit ou encore sur le site d'Europe 1 à l'émission Libre Antenne. On parle de vous, de votre vie, vos joies ou vos soucis. Je suis là pour vous écouter et pour vous répondre. Et puis une petite pensée pour Daniel qui ce soir nous écoute depuis son lit d'hôpital. 39 21, je vous attends. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Christine. Bonsoir Sophie. Alors déjà, je voulais vous dire, vous êtes franchement adorable. Vous êtes mignonne. Et bon, je vous ai écouté cette nuit, et je vous ai écouté d'autres fois. Alors, en retard, mais bon anniversaire. C'est adorable. Mais voilà, tout le monde a été absolument merveilleux avec moi. Alors moi, je suis en retard. Oh, mais c'est pas grave. C'est très mignon. Mais moi, je trouve que le 31 janvier, on dit toujours bonne année le 1er janvier. Oui. Et ben moi, je trouve qu'une première année, c'est notre date de naissance. Voilà, on change de millésime, comme les vins. Et notre première année, c'est notre date de naissance. Voilà. Et comme les Donc, vins, on est censé se bonifier en avançant. Bien, voilà. Donc vous, c'était lundi, si je ne me trompe pas. Mardi, voilà. Mardi, pardon. Non. Donc vous avez encore un mois. Donc bon anniversaire. Merci encore, merci Christine. Et Alors, je vous en prie. vous vouliez nous parler de votre relation avec votre maman, c'est ça ? Oui, Ouais. oui, qui me pèse énormément. Ouais. En fait, ma mère ne me pèse pas. Alors, comme j'ai dit à votre collègue qui a été si gentil, en fait, j'ai l'impression de... Comment vous dire ? En fait, quand j'ai entendu cette femme qui est fâchée avec ses 3 filles, mon Dieu, quelle horreur. Oui. Et vous avez eu raison, je trouve, de lui dire, mais elle a un problème, je ne suis pas là pour juger. Et là, j'ai eu envie de vous parler. Ouais. Parce que, comme j'ai dit à votre collègue, il m'a dit, mais quand on a mal, on a mal. Ouais. Moi, j'ai mal avec ma maman. Elle ne me rend pas malheureuse. Depuis... Mais quelque part, elle me fait souffrir. Bah oui. Et c'est depuis très très longtemps, depuis votre enfance, Oui. Christine ? Oui. 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 Et là, j'arrive... Comment dire, Sophie ? Je peux vous appeler Sophie ? Oui, hein bien sûr, Christine. Merci beaucoup. Je veux dire, je suis quelqu'un de... À 46 ans, je pense qu'on apprend à se connaître. Oui, c'est le bon moment en tout cas, si on l'a pas fait avant. Je pense qu'il faut évoluer. Et puis, là, je suis en recherche d'emploi. Et comme je passe des ateliers, il faut savoir ce qu'on vaut. Il n'y a aucune prétention de ma part. Mais je pense que je suis quelqu'un de gentil. Et dans la famille, je tempère. Mais ça me demande une énergie, Sophie. Ouais. Et est-ce que vous avez pris un peu de distance avec les années de cette famille qui vous convient pas ? Malheureusement, je prends de la distance dans ma tête. Ouais. Mais c'est très dur parce que ça me demande une énergie. Vous savez ce que dit le dicton, hein ? On choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Tout à fait. Et en revanche, votre collègue m'a demandé, moi j'ai perdu mon père il y a 3 ans. Oui. Avec qui vous entendiez bien, hein ? Maman a été hospitalisée il y a 1 mois. J'ai fait la relation avec tous ses amis. J'ai accompagné ses amis à l'hôpital. J'ai appelé ses amis. Même ses amis m'ont dit, mais vous êtes formidable. Je les Elle ne se rendait pas compte de l'énergie pour moi que c'était. Parce qu'en ce moment, je suis en recherche d'emploi. Oui. Pour moi, c'était une énergie fulgurante. Vous avez Je l'ai choisi, je le fais, je fonctionne comme ça, Sophie. Oui, après, c'est toujours, vous voyez, la façon dont ça nous va. Oui, si vous, ça vous convient de vous occuper de votre maman malgré tout, ou malgré qu'elle ne soit pas bienveillante avec vous, si vous arrivez à le vivre comme ça, bien pour vous, voilà. Si, en revanche, ça doit trop vous faire souffrir, alors il faut mettre un peu de distance. Vous avez des frères et sœurs, Christine ? J'ai un frère aîné, justement. Et là, le problème, je pense que ça amplifie le problème, en fait. Il est plus jeune ? Plus âgé. D'accord. Il a le droit d'aînesse. Oui. Et vous sentiez, quand vous étiez petite, une préférence de votre maman pour lui ? Ah, toujours. Le complexe d'Oedipe, Sophie. Oui. Et vous aviez une relation forte avec votre papa ? Oui. Oui.
Donc quand votre papa est parti, la relation a changé avec votre maman? Mais on n'a jamais parlé de papa. Depuis qu'il est parti ou avant ou depuis son départ? Je vais vous prendre un petit peu de temps. Hein. Je m'excuse auprès des futurs auditeurs. Je suis toujours respectueuse des autres. Ouais. Papa est décédé d'Alzheimer. Ouais. Mais ça a été très vite. Comment vous dire? À l'hôpital, quand j'arrivais, alors déjà, je peux vous dire... Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour vous, c'est des signes. Vous allez tout de suite comprendre. Quand maman m'a appelée, en plus j'étais en pleine rupture sentimentale, le premier jour où j'ai appris que mon père était en soins intensifs, le jour même je découvrais qu'avec l'homme je commençais une nouvelle vie sentimentale, il me trompait. Le jour même j'apprenais que mon père rentrait en soins intensifs. Donc il y a eu 2 ruptures sentimentales. Je l'ai géré, Sophie. Oui. J'arrive à l'hôpital, je n'avais pas rendez-vous. J'avais dit à maman, ok, papa, il avait été transféré dans la nuit, en soins intensifs. J'arrive à l'hôpital. Je vous jure, Sophie, je suis arrivée, donc on vous encape, hein, le petit bonnet, les chaussons, la blouse et tout. Ouais. Les infirmiers, je sonne au hublot, je n'avais pas rendez-vous. Les infirmiers, les médecins, les chirurgiens. Vous êtes mademoiselle Gallien, enfin mon nom de famille. Mais comment vous savez, je n'ai pas rendez-vous? Ma mère vous a dit que je venais? Ah non, non, non. Votre père est avec nous depuis cette nuit, mais vous avez tellement ses yeux et sa bouche et son sourire. Et ça, ma mère, elle ne le vit pas bien. Et quand vous étiez... À ce moment-là, il y a 3 ans. Hein. Et quand vous étiez petite, elle vivait pas forcément bien la proximité avec votre papa? Quand j'étais petite, je ne m'en rendais pas compte, Sophie. Ouais. Mais j'ai toujours entendu dire, comme on dit, les schémas, les grands-parents, tout est important. Oui, c'est vrai, Christine, mais vous voyez aujourd'hui, et d'ailleurs c'est le sens du SMS que envoie Cyril à l'instant, qui dit vivez pour vous à 46 ans, vivez, ne bouffez pas votre énergie que pour les autres. C'est vrai, Christine, que voilà, vous avez 46 ans et que à votre âge, les parents, pour moi, voilà, en direct. et qu'à votre âge, les parents ont normalement entre guillemets un peu moins d'importance. Quand je dis moins d'importance, c'est moins d'impact. Ils vous accompagnent bien sûr, vous les accompagnez parce que c'est bien de continuer à vous occuper d'eux. Ça me paraît même essentiel. Hein. Mais pour moi, c'est indispensable. Voilà. Oui, mais il y a vous, enfin il y a eux, il y a comme une cloison qui s'est créée de par votre expérience et votre vie. Vous comprenez, c'est pas comme la fusion quand on est petit. Quand on est petit, on est dépendant. Et puis un jour, on quitte le nid et on vole de ses propres ailes. Puis au moment où on se met à voler, on n'est plus dans la dépendance. On est dans une autonomie, ou du moins on l'espère. Justement, Sophie, le paradoxe, alors c'est pour ça que c'est peut-être un peu compliqué. Mes amis ou dans mon travail, ils disent vraiment t'es un électron libre. Je suis un électron. C'est peut-être que vous avez besoin de garder en tout cas ce lien-là pour l'instant avec vos parents. Il faut croire que ce lien-là nourrit quelque chose en vous. Vous avez des enfants, vous avez... Non, justement. Ça a été mon malheur, justement. Ouais. Souvent, oui. Alors, quand on n'a pas d'enfants, enfin, comme la chaîne, d'une certaine manière, continue pas forcément, à ce moment-là, on a tendance à rester plus proche de ses parents quand on n'a soi-même pas d'enfants. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Oui, forcément. Mais vous avez un compagnon? Oui, en fait, je pense que je vous embête pas, et je pense que dans tous les cas que vous rencontrez, et je suis vraiment solidaire avec tout ce que vous rencontrez. Je suis pas la plus à plaindre, c'est ce que je dis à votre collègue. Non, mais ça, vous savez, la tristesse ou la souffrance, elle est unique pour chacun. Il m'a dit, je l'appelle tout de suite, mais il y a peut-être d'autres cas beaucoup plus désespérés. Oui, Christine, il y a toujours plus ou toujours moins. Vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Non, ça c'est pas, vous voyez, une excuse entre guillemets. Chacun a sa souffrance, son problème, et il est suffisamment important pour soi, en tout cas. Voilà. Donc il prend la place. Alors du coup, je vais être synthétique. Je rentre dans le vif du sujet. Oui, bien sûr. Ce qui me fait mal, vous voyez.
ma mère, j'essaie de faire au mieux. Par exemple, quand je parle de mon père, je dis toujours papa. Et encore, j'en parle très peu. Elle me dit, mais arrête de dire papa. C'est ton père. Mais moi, c'est papa, moi. Une chose. Pour moi, c'est papa. Mais votre mère a l'air de vous reprocher dès que vous ouvrez la bouche, c'est ça lui convient pas? Tout à fait. Ouais. Vous lui dites que ça... Vous pouvez lui dire, ça te convient pas à toi, mais ça me convient à moi? Mais moi, je dirais toujours papa. Oui, mais dans la relation que vous avez avec votre mère, vous pouvez vous situer vis-à-vis d'elle en tant qu'adulte pour qu'elle vous respecte en tant qu'adulte aujourd'hui? J'ai du mal. Eh oui, parce que c'est ça que j'entends, Christine. Ce que vous avez du mal, c'est que vous restez encore... Mon frère, encore... c'est la toute puissance. Alors que c'est pas lui le plus gentil avec elle, je vous assure. Hein. Ils ont le même caractère tous les deux, c'est un bras de fer. Et alors moi, j'arrondis toujours les angles. Je mets la bonne humeur dans la maison. Mais moi, ça me pompe toute mon énergie. Oui, mais Christine, posez-vous la question de à quoi vous jouez, à quoi vous sert le comportement que vous mettez en place aujourd'hui. D'un côté, en étant, comme vous dites, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention à eux, et en même temps, ça vous va pas. Il y a un paradoxe là. Il y a quelque chose qui est pas authentique. Et avant de vous appeler, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi. Mais je me dis, mon frère, ma mère, ils sont en paradoxe. Donc moi, en fait, je subis le paradoxe, je l'accepte. Oui, vous êtes je dedans aussi. Dans leur paradoxe. Oui, mais vous pouvez décider de vous en extraire, Christine. Tout à fait, Sophie. Ouais. Et si j'ai pris la décision de vous appeler ce soir, je vous assure que c'est un pas pour moi. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. C'est bien, mais peut-être que vous pourriez, je ne sais pas si vous voyez un thérapeute ou quelqu'un. J'ai réussi à le dire à mon frère. Oui, et vous consultez quelqu'un, Christine, ou pas? Je l'ai fait il y a 6 ans. Oui, vous pourriez recommencer peut-être, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Croyez à ce point-là? Non, c'est pas une histoire à ce point-là. C'est pas une histoire. Vous voyez, c'est pas plus ou moins. C'est pas une histoire d'échelle. C'est une histoire qu'à un moment donné, quand on s'embrouille et qu'on se prend les pieds dans le tapis, c'est toujours bien d'avoir un œil, un regard, une écoute extérieure qui permet tout d'un coup de vous prendre un peu par la main, de vous guider, de dire voilà, là on met les pieds là, là ça fait mal. C'est pas une histoire. C'est pas que vous êtes malade. Entre guillemets, ou que vous avez une tare parce que vous voyez un thérapeute. C'est pas ça d'aller en thérapie. Aller en thérapie, c'est de la même façon qu'on va voir un généraliste parce que on a tout d'un coup mal au ventre et on comprend pas pourquoi. Là, vous tournez en rond parce que vous comprenez pas ce qui se joue pour vous. Voilà, c'est un médecin de l'âme qui va vous aider à mieux comprendre ce qui vous arrive pour vous en détacher. Mais c'est pas être... Quand vous êtes chez le généraliste, vous êtes pas malade horriblement, vous avez pas une tare, vous avez pas un défaut, vous avez quelque chose qui fonctionne de façon pas agréable, quelque chose d'un peu douloureux. C'est la même façon pour l'âme, il y a quelque chose de douloureux. Et quand il y a quelque chose de douloureux, c'est trop bête de pas le prendre en charge, de pas l'écouter. Il y a quelque chose de douloureux en vous dans cette relation. Oui. Et vous restez avec inconfortablement, alors que vous pourriez essayer d'en dénouer les fils pour le vivre de façon... Ça ne disparaît pas, mais vous arrivez à être... vous arrivez à être plus au clair, donc plus confortable. J'aime bien l'idée, j'aime beaucoup le bateau, et j'aime bien l'idée que la thérapie, que nous sommes un peu comme des bateaux, et que quand on fait une thérapie, on prend plus facilement la mer, on tient mieux la vague, on résiste mieux à la tempête. Entre un bateau en thérapie, un bateau sans thérapie, celui qui aura fait une thérapie, quand la tempête ou le vent se met à souffler, que les creux sont de 10 mètres et que les rochers sont pas loin, il arrive à continuer à naviguer sans tout casser. L'autre, il va peut-être rentrer au port avec un mât cassé, une voie d'eau, une voile déchirée. C'est toute la différence. On continue à vivre, mais il y en a un qui se fait vraiment mal et puis l'autre qui se fait moins mal. Reste que la tempête restera toujours la tempête. Et on en a tous des tempêtes. Ah oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai hésité à vous appeler. Je veux dire... Moi, chez quelqu'un, j'ai fait les restos du cœur, bénévoles. Moi, je le fais pour les autres. Faites un peu pour vous, là. Oui. Faites un peu pour vous, Christine, et puis faire pour soi, c'est justement aller consulter quelqu'un quand on n'y voit plus très clair, quand on marche un peu dans l'ombre. Ouais, mais moi, j'ai envie de dire, Sophie, dans le contexte, pourquoi mon frère et ma mère
Ce serait peut-être à eux aussi. Non, c'est à vous puisque c'est vous qui en souffrez. Ah oui. Bah pourquoi vous voulez les envoyer eux? Pardon. Vous voyez? Non, non, eux laissez-les vivre leur chemin. Vous aujourd'hui c'est à vous que tout ceci pose problème. Je vois ma mère il y a un an, il y a eu les 50 ans de ma belle-sœur, je suis descendue à Lyon, mais il faut voir, c'était l'horreur quoi. Ma belle-sœur est jolie, ton frère est beau, tout le monde était beau, mais bon bah on est invité à des 50 ans, moi, à aucun moment, Oui, t'es jolie, ma nénette. Oui, mais Christine, vous regardez les autres et vous attendez des autres. C'est dur à entendre. Voilà, ouais, oui. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents, eux, hein. Oui, mais Christine, occupez-vous un peu de vous. Moi, j'étais bonne qu'à garder son sac à main, quoi. Ouais, Cyril vous dit il faut que vous preniez un peu de distance, Christine, à mon avis. Et oui, je pense qu'il faut revoir un thérapeute pour vous retrouver. Et puis il y a Anita qui vous dit que qu'elle a l'impression, en vous entendre, de revivre son histoire et que le jour où elle a décidé de vivre pour elle, elle avait 50 ans et qu'elle regrette rien. Courage, vous dit-elle. Merci. Vous remerciez tous ces auditeurs. Voilà, oui, ils vous entendent sûrement, Christine. Bon courage, j'ai la Christine. petite photo de papa qui me regarde. Oui. Bon, bah, c'est ce que j'ai adoré. Enfin, j'adore mon père. C'est pas j'ai adoré. Je lui mets une petite rose, mais je suis pas débile, je suis pas morbide non plus. Hein. Non, mais vous avez pas du tout, Christine, Comment je vous rassure, vous avez pas du tout l'impression d'être débile. J'adore mon père. Ouais. Christine, je vous souhaite un bon courage. Je vous souhaite de vous Je trouver. vais pas vous embêter. Mais vous m'embêtez pas, mais il y a d'autres auditeurs qui nous attendent, sûr. donc je vais vous quitter. Mais Chacun son tour. Hein. voilà, mais suivez bien votre chemin, Christine. Hein? Je suis pas désespérée non plus. Non, bon Je courage suis pas à un cas vous. désespéré. Non, vous n'êtes absolument pas un cas désespéré, je vous rassure. D'accord. Je vous remercie tous les auditeurs pour moi. Oui, bon courage, Christine. Merci de nous Et avoir vous appelés. aussi, hein. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Surtout. Europe 1, Sophie Peters. Et oui, on se demande souvent pourquoi. Bonsoir Argane. Bonsoir Sophie. Je suis très impressionnée de vous parler. Oui, ça fait toujours ça, je crois bien, hein, C'est Argane. la première fois que je téléphone. Et... Oui, mais on est juste toutes les deux. Comme ça, je Oui. vous rassure. Voilà. Oui. On va dire qu'on est juste toutes les deux. Oui. Vous n'avez pas trop le moral, Argane, hein? C'est ça? C'est difficile, oui. Ouais, ouais. Alors, vous avez 40 ans, c'est ça? Et un enfant Oui. de 3 ans. Voilà. Et vous vous sentez complètement scotché, là, hein? Oui, oui, je me sens très seule et Ouais. j'ai Comment ça se passe avec votre... C'est un petit garçon, une petite fille? un petit garçon. Un petit oui. garçon, ouais. Comment ça se passe avec lui? Vous êtes seule à l'élever, hein, Argane? Oui, oui. Ouais. Le papa est parti Il est parti, j'étais enceinte. Ah oui. Hmm. Et c'est depuis que c'est terrible, j'imagine. Non, parce que c'était un souhait de ma part qu'il s'en aille. Donc, parce qu'au départ, j'avais vécu une histoire pendant 10 ans, plus de 10 ans avec Ouais. un de me marier et qui est parti avec sa femme. Et je voulais absolument un enfant et j'ai rencontré donc le père de mon fils et que ça se passait très très mal entre nous, donc je préférais me séparer. D'accord. Donc c'était votre choix. Et Argane, qu'est-ce qui se passe depuis la naissance de votre fils? À quel moment, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vous en pouvez plus comme ça, que ça va plus? Vous avez pu identifier? Mais la solitude, le fait de tout gérer, de penser tout, Oui, parce qu'un petit de 3 ans, ça demande beaucoup d'énergie et vous travaillez en même temps. Oui. Vous avez des amis, Argane? Vous pouvez sortir un peu? Oui, c'est pas facile. En ce moment, non, je sors pas trop, non. C'est vrai que... Et autour de vous, votre famille, il y a des gens proches? Oui, j'ai une famille, oui. Et vous entendez bien avec les membres de votre famille? Ça va. Oui. Mais bon, chacun a ses difficultés, chacun a ses problèmes, chacun porte ses valides. Oui.
On n'envahit pas les autres. Non, oui, mais on peut se soutenir, dire là c'est dur, je suis seule. Vous leur dites que vous vous sentez seule? Mais bon, vous osez pas? C'est récurrent. C'est récurrent. Oui. Depuis longtemps? Oui. Oui. Seule à l'intérieur de vous alors, Argan? Très vide à l'intérieur. Oui. Seule et puis pas d'épaule sur qui me poser. Ouais. C'est très difficile, quoi. Je fais tout pour mon fils et j'ose espérer que je fais du mieux que je peux. Je suis une bonne maman. Sûrement. Et après, en tant que femme, je n'existe pas, quoi. Oui, mais ce qui rend heureux un enfant, c'est que sa maman soit bien, Argan. C'est pas tant tout ce que vous faites qui compte, mais votre équilibre à vous. Ce qui rend heureux un enfant, c'est que sa maman sourit à la vie, qu'elle aille bien, qu'elle soit heureuse en se levant le matin, heureuse le soir en le couchant, qu'il la voit vivre. Les enfants apprennent beaucoup de nous dans la relation, dans la vie. Ils prennent tout de l'environnement. Donc ce qui est important, Argan, c'est que vous trouvez le moyen à vous de vous faire du bien pour le bien-être de votre enfant. Parce que souvent on a tendance à penser je fais tout pour lui et puis du coup je m'oublie un peu, mais au moins je me rassure, j'assure de ce côté-là. Mais ce qui est important pour l'enfant, c'est de sentir que sa maman est bien dans sa vie. Et Argan, c'est important que vous vous occupiez de vous, de votre vie. Donc d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est si lourd. Alors j'entends que vous vous sentez très seule et bien sûr c'est très très douloureux et difficile d'élever un petit de 3 ans toute seule. Mais il y a sûrement autre chose aussi derrière. Parce qu'il y en a aujourd'hui beaucoup de femmes qui élèvent des enfants seuls et qui n'ont pas forcément la détresse que vous avez ce soir. Donc dans cette détresse, il y a sûrement quelque chose de votre enfance à vous, de votre histoire à vous. Tout à fait. Vous avez déjà consulté, vu quelqu'un, vous avez pu en parler? Oui. Et vous avez pu faire quelques pas là-dedans? Oui, bien sûr. Oui. Heureusement. Oui. Et aujourd'hui, comment vous envisagez l'avenir, votre... Ça m'angoisse. Ça vous angoisse? Oui. Vous savez, ce qui est très très difficile, Argan, là ce soir, vous posez un problème. Je pense que tous les auditeurs se retrouvent un peu en vous parce que c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est ce qu'il y a de plus dur, la solitude. On cherche tous à la fuir, on cherche tous à combler. Mais nous sommes solitude. Vous savez, il y a, je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai cité un poète autrichien, Rainer Maria Rilke, dans Les Lettres à un jeune poète, qui écrit des choses très très belles. Alors je vous l'avais cité sur la tristesse, sur l'amour, mais il parle aussi beaucoup de la solitude et il dit nous sommes solitude et que si on ne l'admet pas et qu'on le comprend pas, on s'expose à être très malheureux. Et accepter notre existence aussi complètement que possible, c'est accepter cette inconcevable solitude. Et c'est le courage qui nous est demandé dans la vie, en fait. Et en fait, il dit des choses très jolies parce qu'à un moment donné, il dit voilà, la peur de l'inexplicable appauvrit l'existence de l'individu, mais aussi les rapports d'homme à homme. Et voilà, je le cite, il dit elle les a soustraits au fleuve des possibilités infinies pour les abriter en quelques lieux sur la rive. Celui-là qui s'attend à tout, qui n'exclut rien, pas même l'énigme, vivra les rapports d'homme à homme comme de la vie et en même temps ira au bout de sa propre vie. Et moi, je trouve que c'est plein d'espoir, que c'est un bel engagement dans la liberté d'être. Vous savez, notre vie, c'est un peu à l'image d'une maison. Si vous vous contentez de rester toujours dans la même pièce, dans un petit coin de soleil, parce que vous y sentez plus en sécurité, vous allez rester en deçà de ce que la vie vous offre. Et c'est pas le monde qui est effrayant, c'est nos frayeurs elles-mêmes. Et peut-être qu'Argan, tout simplement, c'est la peur de vivre, la peur de la solitude. C'est un peu ça. Donc il faut trouver le moyen, et peut-être que votre enfant, il vous montre sûrement ça, ce chemin-là.
Lui qui est plein de vie, justement. Ah oui. Ouais. Et ça peut vous aider. Vous voyez, Solo vous envoie un petit SMS en disant « Je suis dans la même situation que vous et je vous comprends. Courage et soyez fiers de ce que vous êtes, car il faut du courage pour être maman. » Et vous le savez, Argan. Oui. C'est important, Argan, ce que je vous dis là, parce que je vous sens très, 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 très perdue et ça m'ennuie beaucoup, ça m'attriste beaucoup et vous méritez pas. Vous voyez, on est tous seuls. On est tous d'immenses solitudes. On est tous, quand on s'endort le soir, dans un lit tout seul, qu'on se réveille le matin, qu'on a nos vies, notre travail, les enfants, le bureau. Voilà, il y a une douleur, mais il y a en même temps, on est reliés. Tous les auditeurs qui vous écoutent, moi, tous ceux qui sont éveillés là en ce moment et qui sont aussi avec vous. Donc, vous êtes à la fois solitude à l'intérieur de vous, mais on est tous ensemble. On est tous ensemble, Argan. Oui, je vous écoute. Ouais. Oui. Ouais. Vous voyez, Argan, pensez-y ce soir en vous couchant. C'est vrai que vous êtes seul chez vous avec votre petite 3 ans, mais quand vous sortirez dans la rue demain, si vous allez travailler ou vous êtes en vacances, regardez les gens autour de vous. Regardez-les en essayant de faire un sourire, de tendre une main. Vous verrez qu'ils sont tous là. Personne n'a envie d'être seul, Argan. Et c'est ces signes-là qu'on se donne entre nous, ces signes de reconnaissance qui nous relient les uns aux autres et qui nous permettent justement de mieux vivre cette solitude intérieure. Mais il y a sûrement une très 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 jolie femme à l'intérieur de vous, Argan. Et ce serait bien d'aller la rencontrer parce que votre petit garçon, il serait heureux de voir son joli visage à cette maman-là. Ah, il y a David avec nous qui voudrait réagir qui voudrait vous parler, Argan. Bonsoir, David. Oui, bonsoir. Oui, c'est gentil d'appeler pour parler à Argan. Je suis content de vous avoir au téléphone. Je vous écoute depuis un certain temps. Oui. Et, c'est vrai que tous les soucis de différents auditeurs me touchent énormément. Oui. Et le problème actuellement de la solitude dont souffre Organe, moi je l'ai vécu pendant, je dirais, assez longtemps, dans le sens où j'ai effectivement essuyé une séparation, une petite que j'ai qui avait 3 ans, que j'ai, comment je pourrais dire, adorée. Oui. J'adore toujours. Hein. Et bon, vous savez bien, les divorces, ça se passe soit bien ou alors pas, ou l'inverse. Oui. Et moi, ça a été le cas, ça a été l'inverse. Oui. Voilà. Et puis, c'est rencontrer sa propre solitude de divorcer. Voilà. Donc, effectivement, je me suis retrouvé seul. J'ai eu des amis autour de moi qui m'ont effectivement permis de m'ouvrir, de me reconstruire aussi. Oui. Ensuite, comment je pourrais dire, attendez, j'éteins ça, le poste là, parce qu'en même temps ça fait écho. Oui, ça fait écho. Ouais. Et donc il a fallu que je me reconstruise, effectivement, me refasse confiance aussi en moi. Et puis effectivement, j'ai appris à essayer d'être bien avec vous-même, pour moi, de me reconstruire psychiquement, moralement. Et comme ça, effectivement, j'ai pu me tisser des liens, comme vous disiez tout à l'heure, avec des gens. Et puis, j'ai eu effectivement différentes relations. Et vous voyez, m'ont apporté beaucoup. Oui.
Voilà. Et finalement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, David, et c'est important qu'Argan l'entende ce soir, c'est que c'est en se rencontrant vous-même que vous allez rencontrer les autres. Hein. On dit toujours, aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même, et c'est vrai, pas d'une façon égotiste ou narcissique, mais rencontrer l'autre, c'est se rencontrer soi, et rentrer en relation avec l'autre, c'est rentrer en relation avec soi. Tout à fait. Et Argan, vous êtes là? Oui, vous nous entendez? Oui. Et Argan, ce serait bien d'aller à votre propre rencontre, de vous prendre par la main, parce qu'en vous rencontrant, vous allez vous rendre compte que vous créez du lien avec l'autre, ce que raconte David en fait. Tout à fait. Moi, je suis en milieu associatif. Moi, je suis déficient visuel. En plus, j'ai cette difficulté-là, si vous voulez, liée au quotidien. Qui isole terriblement. Voilà. Ouais. Ça m'empêche pas d'avancer en plus. Parce que c'est vrai qu'en temps général, le statut que l'on a de déficient visuel, de malvoyant, beaucoup de gens se referment sur eux-mêmes, du fait qu'ils ont peut-être du mal à encaisser, je dirais, la déficience, la maladie. Moi, j'ai toujours été de l'avant pour ma fille, bien sûr. Il faut effectivement que l'enfant soit fier de son papa ou de sa maman. Et je suis toujours en ébullition avec des projets d'aller de l'avant, parce que d'une part on s'épanouit, on s'ouvre aux autres, les autres viennent vers vous, et ça l'enfant le ressent le bien-être. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que disait Argan, David, tout à fait. Et puis c'est vrai que l'enfant, vous savez, il modélise un peu sa vie, ses choix de vie, sur l'adulte qui vit à ses côtés. Ouais. Donc c'est d'autant plus important d'aller bien pour ses enfants que lui va être dans ce sillage-là. Exactement. On est un modèle, un calque aussi. Si effectivement l'enfant voit que vous êtes bien, et puis en étant ouvert, vous transmettez davantage. Voilà. Oui, tout à fait. Merci David de votre témoignage, nous avoir appelé. Et puis Argan, et Argan, vous êtes également soutenu par des auditeurs par SMS. Il y a Anne de Montpellier qui vous dit prendre conscience de sa solitude, ça nous donne une chance de découvrir l'autonomie. Et puis Chris qui vous dit que par le biais de votre enfant, est-ce que vous pouvez pas élargir votre horizon associatif, quartier, les mamans qui sont également seules et qui ressentent sans doute le même vide que vous. Oui. C'est qu'il faut, je vous sens sans énergie, Argan, et avant il va falloir aller puiser un petit peu d'énergie en vous. D'accord, Argan? C'est bien que vous nous ayez appelé ce soir parce que vous avez dû comprendre à travers cette émission et ressentir à quel point vous voyez là, vous n'êtes pas seul là, Argan. Il y a des auditeurs qui vous répondent, il y a David qui a appelé pour vous parler et c'est ce que je vous disais, dans nos souffrances, on est une grande chaîne. Alors bon courage, Argan, on est tous avec vous. Reprenez espoir. Bonsoir. Au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. 39 21, 34 centimes la minute. Et puis avant d'accueillir Maya à l'antenne, un petit message pour Nicolas, parce que Nicolas nous envoie un SMS en disant que il a un problème avec une fille, mais il ose toujours pas nous appeler. Alors Nicolas, si vous nous entendez, il faut oser. Nous sommes là pour ça et c'est toujours le premier pas qui compte. Vous savez bien, Nicolas, comme avec une fille. Allez, je vous taquine un peu, mais n'hésitez pas à nous appeler en tout cas, Nicolas, si vous le sentez. Voilà. Bonsoir Maya. Bonsoir. Alors moi je vous appelle indirectement pour moi, mais c'est plus pour une de mes proches amies qui est en grande souffrance et détresse
Alors, jusqu'à maintenant, on arrivait plus ou moins à gérer. On a un petit groupe de copines. Elle a un mari aussi qui est très présent. Et on arrivait plus ou moins à gérer ça comme on pouvait. Mais là, je crois que ça dépasse nos compétences. Ça dépasse tout l'amour et toute l'affection qu'on pourrait avoir pour elle. Et j'aimerais avoir des conseils, je sais pas, une formation en psychiatrie en 2 heures, je pense pas non plus. mais j'aimerais avoir des pistes, des idées, quelque chose à faire pour elle, parce que je suis malheureuse pour elle. Elle a des idées noires. Là, je suis allée la voir à midi. Qu'est-ce qu'elle vous confie dans ces idées noires ? Qu'est-ce qui ressort ? Sur quoi elle tourne en boucle ? Alors, elle tourne en boucle sur... c'est un peu compliqué parce qu'elle a une vie pas facile, qui est un peu plus facile maintenant parce qu'elle a épousé un homme merveilleux. Et elle a des problèmes avec ses enfants. Elle rejette en bloc le fait parce que son mari était dans l'armée et ils ont vécu pendant longtemps à l'étranger. Et là, elle est revenue dans sa région d'origine. Oui. Et elle rejette tout ça en bloc, que la vie là-bas, c'était 10 fois mieux, qu'elle n'avait pas de problème, que tout était plus facile et qu'elle n'a pas la vie qu'elle voudrait avoir et qu'elle n'a pas la vie qu'elle pense mériter. C'est un peu confus. Parce que non, je comprends bien, mais il y a comme un deuil qui ne se fait pas. Oui, mais au-delà de ça, je pense que c'est... Enfin, moi, je pense que la connaissant un petit peu, je pense que c'est un faux problème. Je pense qu'elle soit ici, dans notre région, qu'elle soit aux États-Unis ou qu'elle soit à Tahiti, je pense que à terme le problème reviendrait parce que je pense qu'elle a un mal qui est beaucoup plus profond que ça. Oui, vous avez raison. Oui. Je suis même pas sûre qu'elle-même arrive à le verbaliser. Et elle est suivie, elle voit un thérapeute. Alors là aussi c'est compliqué parce que elle a vu un thérapeute pendant longtemps, il y a des années de ça, et elle n'y croit plus. Elle croit plus à tout ça. Elle est complètement fermée. Elle est entrée en résistance. Complètement. Mais alors c'est ça, complètement. Elle est allée voir un psy. On est quelle journée ? Jeudi. Elle est allée voir un psy mardi soir. Oui. Et bon. Un nouveau donc juste pour une séance. Oui. Un nouveau pour une première séance pour essayer de faire quelque chose. Et elle m'a dit je vais aller le voir, mais bon voilà quoi. Elle y croit pas. C'est qu'elle veut pas. Non seulement elle y croit pas, mais elle veut pas. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'elle est en résistance. Voilà, et puis je pense qu'elle voit pas du tout d'issue quoi. Moi, tout à l'heure, elle me disait, je veux pas y penser, mais je pense qu'au suicide quoi. Et elle me dit des manières les plus incongrues qu'on puisse imaginer, mais elle me dit j'y pense tout le temps. Ouais. Et quand vous lui parlez de son mari, de ses enfants, ça la rattache pas à la vie. Non, rien elle n'entend plus. Donc elle est vraiment désespérée. Moi, je lui ai dit, pense à ton mari, pense aux enfants. Alors elle nous dit, mon mari, c'est sûr, il sera malheureux, 1 an, mais après il trouvera quelqu'un de plus normal que moi. Mes enfants, je me rends compte qu'ils peuvent vivre sans moi. Donc, ce qui est, Maya, peut-être la solution que j'entrevois, vous pourriez ce qu'on appelle en thérapie la confronter, c'est-à-dire la mettre en face d'elle-même, la mettre en face de ce qu'elle organise pour elle, c'est-à-dire la mettre en face de sa propre résistance, c'est-à-dire que quand un individu refuse de changer, d'avancer, c'est qu'il a un bénéfice très important, mais caché à ses yeux, dans sa situation de malheur. C'est que son propre malheur, sa propre déprime, son idée suicidaire, son désespoir, lui apporte quelque chose de tellement important qu'elle a peur, si elle lâche ça, que ce soit beaucoup moins bien après. C'est-à-dire, elle n'entrevoit pas qu'est-ce qui se passerait si elle lâchait cette situation-là. Donc, pour l'instant, elle ne voit pas l'intérêt de changer. Donc, pas l'intérêt d'aller chez le psy, pas l'intérêt de faire un travail sur elle, pas l'intérêt de lâcher son malheur, parce que elle y a, un bénéfice important dedans. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, elle est en train d'activer ça. Et pour le désactiver, il faut la mettre en face de ça, en essayant de la pousser sur qu'est-ce qui fait que là-dedans, finalement, elle est bien ? Qu'est-ce qui fait que dans son mal-être, elle est bien ? Elle est trop bien aujourd'hui dans cette situation pour arriver à bouger. Il y a une forme de confort dans ce désespoir.
C'est terrible. Enfin, ça peut paraître paradoxal, ce que je vous explique là. Non, parce que pas du tout, parce que j'allais justement vous dire que je pense qu'elle fait une allergie au bonheur. Oui, d'une certaine manière. Dès qu'elle a les moyens de le toucher, je dis pas qu'elle s'invente. Oh mon Dieu, si elle m'entendait. Non, c'est que elle se crée des... Oui, en tout cas, elle résiste au changement. Alors, ce qui prouve que dans ce système qu'elle s'est organisé, dans toutes ses croyances, elle a un bénéfice important. Alors, ça peut, en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle valide ses croyances, qui sont sans doute des croyances ancrées dans l'enfance, et qui sont, ça peut aller de je suis la mal aimée, celle dont mes parents n'ont pas voulu, je suis pas aimable, donc pas digne d'être aimée. Enfin, c'est toutes ces croyances et qu'on appelle des injonctions inconscientes qui sont mises en place dans son enfance, qui sont activées dans son comportement. Et tant que ça, c'est pas décroché, elle va pas avancer. Donc vous pourriez la provoquer entre guillemets, mais gentiment, pour essayer de lui renvoyer ça, en lui disant qu'est-ce qui te fait du bien? Enfin, il est où ton intérêt là-dedans? Ou faites-la parler de quelle est l'image qu'elle a d'elle-même, quelle croyance elle a sur elle. Je suis une ratée, je fais tout mal, il y a rien de bien qui m'arrive. Voyez... c'est ça. Ouais. C'est ce qu'elle dit. Ouais. C'est ce qu'elle dit que là, voyez. Alors, demandez-lui d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'elle? Ça vient de ses parents? Qui a décidé ça? Comment elle décide qu'elle est ceci ou cela? Sur quoi elle se base? Sachant que vous connaissez sa vie en plus, donc c'est plus facile pour vous, parce que vous pouvez lui montrer en prenant toujours des éléments dans la réalité, hyper concrets, pour lui dire, ah bon, t'es sûr? Pourtant, regarde, il y a ça, ou il y a ça. Un peu comme un enfant, si vous voulez, à qui on montrerait un imagier, des images, pour lui dire, c'est sûr que là, tu vois bien un chat et un chien, alors qu'il vous dit qu'il y a un âne et un cheval. Donc à chaque fois, vous allez la confronter dans ses croyances, dans sa façon de voir la vie. Les croyances, c'est ce qui nous raccroche pendant d'ailleurs trop longtemps. On peut passer toute une vie avec des croyances stupides sur soi, sur la vie, sur les autres, et puis c'est le disque rayé. Là, le disque il est rayé. Donc C'est qu'elle nous fait peur, quoi, surtout. C'est ça. Alors, l'autre chose, si par contre vous la sentez vraiment proche de faire une bêtise, c'est d'un peu l'obliger, de la contraindre à s'engager auprès de vous. Si vous avez un lien fort d'amitié, de lui demander de pas vous faire ça à vous. Comme un contrat. On est trois sur le coup, entre guillemets. Et nous, on pense qu'une hospitalisation pourrait lui être bénéfique. Et c'est ce qu'une de nos amies lui a dit. Elle lui a dit, écoute, si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour nous, fais-le pour ton mari et fais-le pour tes enfants. Et je suis même pas convaincue que ça la tienne. Non, c'est pas le faire, pardonnez-moi, en fait, je me suis mal exprimée, c'est pas le faire pour vous, c'est lui donner comme un ordre, comme pourrait faire un thérapeute avec quelqu'un qui est en situation difficile, lui demander de s'engager à ne pas le faire pour elle, pas pour vous, mais vis-à-vis de vous. C'est un engagement qu'elle prend vis-à-vis de vous, mais pour elle. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'effectivement, le faire pour vous, ça ne va pas lui parler. Si même ses propres enfants ou son propre mari, ça ne la retire pas. Oui. Il y a Chris en Vendée qui dit hospitalisation clinique adaptée, cure de repos avec suivi si danger réel pour mieux rebondir et renaître. Sauf que ça, elle ne veut pas en entendre parler. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'elle a été hospitalisée il y a une vingtaine d'années déjà. Et elle en garde un souvenir pas bon du tout. Et alors, on a beau lui dire que ça a changé. On a beau... donc elle a une histoire assez lourde s'il a déjà été hospitalisé. Et quel est le rôle de son mari? Vous pouvez compter sur lui ou il est présent? Oui, mais lui aussi, il est à bout, quoi. Il est à bout, Il est à bout parce qu'elle lui sort, je vous dis, elle lui sort des horreurs, quoi. Elle regrette de l'avoir épousé, elle lui sort des choses. C'est dur, quoi, c'est dur. C'est dur. Déjà, moi, elle m'a envoyé bouler 2-3 fois. J'ai pris sur moi parce que je sais qu'elle pense pas ce qu'elle dit. Mais son mari, c'est à longueur de journée, quoi. Quelquefois, il peut être demandé par le mari pour mieux la protéger sans son accord à elle. Vous savez, Maya. Je crois que lui, il a peur. Il a peur de la perdre s'il lui fait ça.
Oui, mais en même temps, ça peut être très protecteur. Alors, je me rends pas bien compte, parce que là, on parle comme ça, je vois pas le cas, mais si elle est en grand danger, quelquefois, ça peut, ça sauve. Donc. Mais moi, je suis bien d'accord avec vous. Ouais. Moi, sur ce coup-là, je suis bien d'accord avec vous. Il faut pas non plus jouer avec, et si je la perds, et si à un moment donné, il y a, vous voyez, il faut la protéger d'elle-même. Moi, on pense que ça peut être un mal pour un bien, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle veut pas du tout. Encore ce midi, je lui ai dit, mais t'es sûr que tu veux pas l'envisager? Pense-y. Non, j'en ai un trop mauvais souvenir. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Me bourrer de médicaments, ça va pas faire avancer les choses. Et puis voilà, comme vous disiez, elle est dans son truc, donc elle nous pose tout un argumentaire pour nous démontrer qu'elle a raison et qu'on a tort. Alors là, il faut défaire l'argumentaire avec du réel, Maya, à chaque fois. Confrontez-la toujours à des choses très concrètes. Ne rentrez pas dans son dialogue, parce que vous allez vous épuiser. Son mari aussi, tout le monde va s'épuiser. Elle tournera en boucle. La seule chose que vous pouvez faire, c'est la confronter avec des éléments très concrets de sa vie et essayer de lui démontrer que ce qu'elle dit tient pas debout. En permanence. Elle fait le disque rayé, vous faites le même dans un sens inverse. Ouais. Ça peut, à un moment donné, c'est elle qui va s'épuiser et qui peut dire à un moment donné, il peut y avoir un déclic. Je vous dis ça, voilà, c'est à tenter. Il y a David qui vous dit offrez à votre amie les consolations de Sénèque. Oui, c'est une bonne idée si elle aime lire, mais bon, toujours le problème, c'est que si elle n'est pas en situation de vouloir avancer, c'est plus ça qui m'ennuie, c'est toutes ces résistances. Ouais. Je crois que là, elle voit plus d'issue, quoi. Elle voit plus d'issue. Alors honnêtement, après peut-être que je me trompe parce qu'après tout, je suis pas une professionnelle, mais elle en parle beaucoup, et moi je me dis toujours que tant qu'on en parle, c'est qu'on ne sait pas. Oui, et puis c'est bon signe, Maya, ça prouve qu'elle a. Voilà. C'est le bénéfice dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que sa maladie, enfin son mal-être, l'a fait exister, et qu'elle a envie d'exister sous cette identité de mal-être. Pour l'instant, elle n'a pas envie de s'en détacher. C'est une identité qui lui convient. Elle est dans ce mal-être et c'est comme ça qu'elle a envie d'être. Tant qu'elle a envie d'être comme ça, c'est compliqué. Il faudra arriver par le miroir de l'amitié de lui montrer autre chose d'elle qui pourrait l'ancrer. Rassurez-moi, c'est pas conscient toute cette envie d'être dans cet état-là quand même. Non, c'est pas conscient, c'est inconscient. Ouais, c'est des choses qui. Oui, non, c'est inconscient, Maya. Bon, j'espère qu'avec les 2-3 éléments, j'ai pu vous aider un peu, mais effectivement, la laissez pas seule. Puis si vous voyez qu'elle part en grand danger, n'hésitez pas avec l'hospitalisation. Je pense qu'on va être obligé d'en arriver là. Ouais, peut-être. Mais tentez, voilà, ce que je vous ai dit, confrontez-la un peu, Maya. Bon courage à vous, Merci de m'avoir appelé. Au revoir, Maya. Vous écoutez Europe 1. Voilà, il est minuit 12. On se retrouve après le journal. J'en profite pour passer un petit message à Rémi de la part de Nicolas. Nicolas qui embrasse Rémi Ferreira, qui présente les journaux cette nuit et qui souhaite à Rémi plein de bonheur pour la suite. Voilà, comme quoi nous sommes une grande famille à Europe 1 et tous reliés. N'oubliez pas que pour nous contacter, c'est le 39 21 et pour nous adresser vos SMS, le 7 21 21 en commençant votre texto par le mot nuit. Et si vous souhaitez qu'on vous appelle, vous nous laissez bien entendu votre numéro de portable. Et puis vous pouvez également nous adresser un mail sur le site d'Europe 1 à l'émission Libre Antenne. Et puis avant de prendre un nouvel auditeur, d'une part des réactions, là on me demande de redonner les coordonnées du livre que j'ai cité tout à l'heure à Argan
Argan sur la solitude. Alors, il s'agit des lettres à un jeune poète de Rainer, R-A-I-N-E-R, Maria, comme Maria Rilke, R-I-L-K-E. Vous savez, c'est mon chouchou. C'est l'édition Grasset, édition rouge. C'est la meilleure traduction faite par Bernard Grasset lui-même, je crois en 1927 ou 1929. Et c'est un très très joli livre sous forme de lettres où l'auteur répond à un jeune homme, un monsieur Capu, qui lui pose des questions sur la vie d'artiste, mais aussi l'amour, la tristesse, la solitude. Et toutes ces 10 lettres sont des très très belles réponses et comme des petits cailloux sur notre chemin à peaufiner, à lire, voilà, et à relire avec plaisir. Et puis des messages pour Argan qui se sentait très très seule tout à l'heure. Et il y a Églantine, si Argan vous nous écoutez encore, qui vous dit une très belle aventure vous attend avec votre petit garçon de 3 ans, l'aventure de la vie. Votre enfant est votre repère, le sera et doit l'être. Et moi aussi, nous dit Églantine, j'ai élevé mon fils toute seule. Il a maintenant 19 ans et on a quelquefois l'impression de couler, mais leur joie de vivre nous tire alors du fond du trou. Courage, ça vaut la peine. Et puis Félicie qui dit à Argan, qui donne un conseil à Argan, rapprochez-vous du site Parents Solo. Les gens se rencontrent en famille monoparentale et Félicie vous souhaite, Argan, bon courage et vous embrasse. Et puis enfin Nuche qui vous dit la solitude peut être aussi un moment privilégié durant lequel on apprend à se connaître et à s'aimer. Et puis enfin pour Maya qui souhaite aider son amie qui va très mal et qui a des idées un peu suicidaires. Il y a quelqu'un qui lui dit par SMS que si elle a vu M6 cette semaine, c'est déjà très positif et que même si elle joue celle qui n'y croit pas, elle y est quand même allée. Et puis Christine qui dit son amie se victimise totalement et elle en tire que du bien. Elle a un mari, elle a des enfants et si elle peut déplacer le problème, elle le fera. Elle a de la chance d'avoir des amis comme cela. Voilà, bravo à vous Maya. Et puis tout de suite nous accueillons Marie qui nous attend patiemment. Bonsoir Marie. Bonsoir. Donc, je vais pas être très originale dans l'introduction, puisque effectivement, je suis ravie de vous avoir au téléphone. Voilà, j'écoute l'émission comme tout le monde depuis pas mal de temps, et voilà, elle m'apporte énormément. Et en même temps, elle règle pas forcément les problèmes des uns et des autres. Et moi, Dieu sait si j'en ai, mais en même temps, bon, j'ai le moral et tout ça. Mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce premier pas. Voilà, je sais que Nicolas n'ose pas appeler, donc il faut lui dire d'oser, parce que effectivement, voilà, c'est bien de le faire. On se rend pas compte après qu'on est à l'antenne. Voilà, c'est comme si on parlait à une amie. Oui, puis comme vous dites, même si vous trouvez pas la solution tout de suite, ça vous permet en tout cas d'un premier pas qui peut, voilà, en enclencher d'autres derrière. Donc c'est bien Marie de nous appeler. Oui. Donc moi je vous appelle pour ma fille parce que finalement c'est quand même mon sujet principal, enfin mon problème, ce que j'aime le plus dans la vie, dans ma vie. Donc elle a 19 ans maintenant et je souffre énormément pour elle. Parce qu'elle est en souffrance en permanence à partir du moment où, moi c'est ma supposition. Je pense que j'ai souffert quand j'étais enceinte à cause de son papa qui n'a pas du tout assumé cette paternité. Oui. Et donc je pense qu'elle a sûrement ressenti tout ce que j'ai pu vivre de très douloureux pendant cette grossesse. Ensuite il y a eu des allées et venues jusqu'à ses 2 ans. Donc avec le papa qui venait, qui repartait, qui venait, qui repartait. J'ai voulu entretenir des bonnes relations avec le papa pour que ma fille n'en souffre pas. Oui. Maintenant, avec le recul, je me demande si effectivement il aurait mieux valu qu'il ne la voie pas et qu'elle ne le voie pas. Puisqu'en fait, ce que j'ai appris par la suite, quand elle a eu quand même 13 ans et demi, à peu près 13 ans et demi, 14 ans, elle m'a dit qu'elle avait peur de parler à son père, qu'elle se sentait jamais à la hauteur, qu'elle correspondait pas à ce qu'il attendait d'elle, qu'il la dénigrait énormément, qu'il me dénigrait également. Donc tout ça, elle a pu le livrer.
Et puis voilà. Maintenant, ma fille est en miettes depuis, en fait, depuis qu'elle est petite, quoi. Et je me sens démunie. Ouais. Je sais pas, voilà. Vous parlez avec elle, enfin, vous communiquez facilement avec elle? Alors, là, depuis quelque temps, c'est chose normale. On communique difficilement, mais elle sait que je suis là et qu'on peut parler tout le temps. Elle a vu plusieurs fois des psys. Elle voit quelqu'un de très très bien à l'heure actuelle, avec qui ça se passe bien. Mais bon, voilà, je pense que ça sera sûrement très long, cette réparation qu'elle a à faire. Et ce qui me met, moi, en souffrance, c'est de la voir en miettes régulièrement. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'elle vit à la journée, ou à la minute même, elle s'effondre complètement. Alors moi, on m'a reproché de dire qu'à chaque fois, je mettais ça sur la faute de son père. Et donc, j'ai essayé de me décaler par rapport à ça. Et en fait, quand elle s'effondre, je lui demande, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et effectivement, en étant suivie, et ça depuis plusieurs années, elle me dit des fois, parce qu'après, elle lâche pas beaucoup, mais quand elle lâche. Et elle me dit, à chaque fois en larmes, c'est à cause de papa. Voilà. Donc, je suis inquiète parce que elle a redoublé 2 fois sa seconde. Elle a redoublé 2 fois sa première. Elle vient de quitter le lycée et elle veut le passer par correspondance. En restant chez vous, en étant à la maison, elle est avec vous. Oui, voilà, voilà. Donc là, maintenant, elle veut bien revenir à la maison parce qu'il y a eu une période où ça a été difficile. Elle m'a testée. Elle sortait tous les soirs jusqu'au jour où j'ai fait une chose que je ne pensais jamais faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui ai dit que j'étais pas d'accord sur certaines choses par rapport à ses études. Et là, elle a pris son sac et elle s'apprêtait à partir. Donc je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle me dit, tu me prends la tête, je m'en vais. Et là, elle me testait depuis pas mal de mois. Et je lui ai dit, la maison, c'est pas un hôtel. Donc, il y a des règles à respecter. Oui. Donc, si tu décides de partir, effectivement, tu prends tes responsabilités. Mais dans ce cas-là, tu laisses les clés de la maison. Donc, elle a été très surprise. Elle l'a fait. Et ensuite, pendant 3 semaines, j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Donc là, il y a eu une grosse angoisse et grosse souffrance. Mais je pouvais pas faire autrement. Non, j'ai été obligée pas mal de la mettre en face d'elle. Et elle est allée chez son père à ce moment-là? Vous savez où elle était? Pas du tout. Chez une amie? On habite dans le sud. Son père habite du côté de Paris. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que son petit copain à ce moment-là avait un studio. Donc elle était tranquille. Elle vivait ce qu'elle avait à vivre. Du coup, ça allait bien. Et moi, j'étais dans la douleur et la souffrance et dans l'angoisse. Voilà. Et quand elle est revenue en me disant, je ne peux pas vivre de nouveau dans cette maison, alors qu'elle m'aimait beaucoup. Donc, je lui ai demandé pour quelle raison. Et elle m'a dit, chaque fois que j'entends ta voix, je ne supporte plus. Ça me rappelle mon enfance. Et tout ce qui me rappelle mon enfance me ramène à mon père. Et au fait qu'il soit absent. Donc en fait, elle a été en contact avec son père jusqu'à 14 ans. À 14 ans, elle lui a dit enfin ce qu'elle pensait de lui. Elle n'a pas eu peur. Elle a pu lui dire quelques petites choses, ou beaucoup, je ne sais pas. Et du coup, lui, les liens ont été coupés. Il ne pouvait plus dire ce qu'il voulait à sa fille parce qu'elle avait un peu plus de courage et elle était plus grande pour lui dire qu'elle n'était pas d'accord sur certaines choses. Et elle a été en rupture, il est resté silencieux pendant pratiquement 5 ans. Voilà. Avec des grands-parents également qui ont été un peu absents à un moment donné. Et vous, Marie, vous faites aider dans toute cette histoire? Oui. Moi, je me fais aider de tous les côtés. Je suis très en douleur et en souffrance parce que voilà, il m'a gâché ma grossesse. Il a fait surtout du mal il fait du mal à ma fille. Marie, essayez de, comme vous êtes à la radio, de parler bien dans le combiné parce que par moment on vous perd.
Ça va là? Voilà, ça va voilà. Vous devez bouger. Donc, ce qu'il y a, Marie, c'est que vous voyez, quand vous racontez toute votre histoire, vous parlez beaucoup du rôle de ce papa, comme s'il concentrait à la fois pour elle et pour vous tout le problème. Alors certes, voilà, je n'excuse rien, ni son comportement, et je ne juge pas. Je constate juste que vous tournez l'une et l'autre autour d'un point concentrique qui est lui, et il est entre vous, à l'intérieur de vous, comme un peu un poison, comme quelque chose qui est bon ni pour l'une ni pour l'autre, et qui empêche une relation entre vous et elle en direct. Or, vous vivez ensemble, vous l'avez élevée, elle a 19 ans, et aujourd'hui, vous c'est vous, lui c'est lui, et que c'est un peu comme si vous étiez pas détaché de lui, donc elle non plus. Enfin, il y a comme un détachement qui ne se fait pas par rapport à un homme qui peut être un peu toxique pour elle, pour vous également. Enfin, un peu comme si vous l'aviez laissé exister trop fortement là. Et que je lui ai donné une place de père, alors mais il l'a pas assumé. Il l'a pas assumé. Et voyons ça. Oui, mais vous continuez à en faire. C'est-à-dire que une fois que vous lui avez donné qu'il l'a pas assumé, vous gardez votre rôle de mère, qui est bien à vous, et qui ne peut pas être en regard de lui, puisque vous ne vivez pas ensemble. Donc, or, votre rôle a l'air d'être quand même en regard de lui. Et elle, c'est ce qu'elle active, elle, dans sa souffrance. Et du coup, il devient un nœud, alors que ça n'aide pas au détachement, ça n'aide pas au chemin à faire sans lui, puisque lui n'est bon ni pour vous ni pour elle. Or, il continue à être là, vous empoisonner l'existence tout en étant loin et absent. Mais alors, je comprends pas comment en fait, comment je dois faire ou comment elle doit faire. C'est-à-dire que là, elle le travaille. Moi, j'en parle pas. C'est-à-dire que quand j'en parle, c'est uniquement quand je vois ma fille s'écrouler. Pour moi, il n'existe plus. C'est-à-dire qu'il a... Oui, mais il existe plus. Encore très... Si, il existe. Oui, voyez. Il existe parce qu'il devient le point central pour vous de la souffrance de votre fille. Et en cela... Oui, mais en cela, il y a un parti pris de votre part qui est complexe, parce que il est quand même son papa. Il a été à un moment donné, un homme qui compte dans votre vie, puisque vous avez fait un enfant avec lui, et en l'écoutant elle là-dessus, vous validez sa place et cette présence nocive. Et il y a un détachement à faire de votre part, à vous, face à elle. À un moment donné, vous ne pouvez pas valider ça en permanence chez elle, parce que du coup, ça redevient un point entre vous et elle. C'est pour ça d'ailleurs, quand vous dites « mais je n'en parle qu'avec elle », ce serait mieux de parler avec tout le monde sauf avec elle de lui. Et notamment avec votre thérapeute. Vous voyez, s'il faut parler de lui, en parler partout, à vos amis, à votre thérapeute, à qui vous voudrez, mais pas à elle. Pas elle, parce que qu'est-ce que je dois faire quand elle est en larmes, mais concentrez-la quand elle est en larmes, en échec, sur le point précis qui a déclenché l'émotion, l'événement qui a déclenché l'émotion. Il y a un événement à chaque fois qui déclenche l'émotion chez elle. Par exemple, elle a passé son oral, le bac, l'oral, et évidemment, j'étais inquiète. Donc c'est difficile, quoi, parce qu'elle chaque fois elle bousille sa scolarité. Et en fait, elle est tombée sur le texte. Marie, continuez à parler dans le combiné, parce que vous devez bouger et on vous perd un mot sur deux. Vous m'entendez là ? Oui, on vous entend, mais il faut pas bouger quand vous parlez. Voilà. D'accord. Donc, elle a passé l'oral du bac. Elle est tombée sur le texte qu'elle connaissait le mieux. Oui. Et en fait, elle n'a pas pu parler du tout. Bon, ça, c'est quelque chose qui lui arrive fréquemment. Oui. Elle n'a pas pu parler du tout. Et quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'as pas parlé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait que tu sois bloquée comme ça ? Et elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, puisque je le connaissais par cœur et que j'étais à l'aise. Et à ce moment-là, j'ai pensé à papa. Et à ce moment-là, elle a pensé à son père. Ouais, mais bon,
Marie, enfin, je vais tenter une interprétation, mais j'ai le sentiment que elle vous dit aussi ce que vous avez envie d'entendre d'une certaine manière. C'est un peu ce que je ressens, et que ça devient un point crucial ou central. C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais comment dire, elle a, bon, déjà les ados à cet âge-là, l'oral du bac, bon, c'est impressionnant. Elle peut avoir eu beaucoup d'émotions, mais attention, si elle revient tout le temps à ça vis-à-vis de vous, il y a un écran là. Elle vous en fait un personnage écran. Elle sait que ça se passe mal avec lui. Elle sait que vous le supportez pas. Elle sait que vous lui en voulez. Et elle peut aussi se servir de lui vis-à-vis de vous. Donc, il y a quelque chose là qui me semble pas forcément clair. Essayez de lui dire que vous avez plus forcément envie d'entendre ça, pour voir si elle peut vous dire autre chose. Parce que peut-être que là, elle vous dira autre chose. Oui. Parce qu'à un moment donné, attention, les enfants, et ça c'est le problème avec les enfants, et notamment avec les ados, il y a comme un sixième sens. Ils disent un peu ce que le parent a envie d'entendre, et surtout dans les cas de séparation. Or, oui. Excusez-moi. Ce qui est terrible, c'est que moi, je voudrais pas entendre ça. Oui, vous voulez pas et vous voulez à la fois, Marie, parce que vous lui en voulez. Donc, vous voyez, il y a Chris qui dit ça devient trop obsessionnel pour elle d'en parler. Donc, voilà, vous vivez toutes les deux à travers lui et vous vous auto-bloquez toutes les deux, nous dit Chris. Et je suis d'accord avec ça. Donc, Marie, il faudrait que vous-même vous travaillez cette relation à l'extérieur de votre relation avec votre fille. Il y a une relation avec votre ex-mari ou ex-compagnon. Il faut absolument que vous arriviez à travailler ça. Il y a quelque chose d'absolument pas clair là. D'accord, Marie ? Oui. Voilà. Et je vais devoir vous laisser parce que malheureusement la communication est pas bonne du tout et les auditeurs ont du mal à vous entendre. Mais j'espère que voilà, vous allez avancer dans ce sens-là, Marie. Bonsoir Marie, bonsoir à vous. Merci beaucoup, au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Et nous accueillons Bernard. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir. Tout d'abord, bon anniversaire avec un peu de retard. Vous êtes adorable. Moi, j'ai essayé d'appeler hier avant-hier, mais je n'ai pas pu vous avoir. Donc, c'est gentil. Merci voilà. Bernard. Moi, je vous appelle parce que j'ai des petits soucis qui remontent de ma jeunesse, quoi, en fin de compte. J'ai perdu mon frère il y a 4 mois. Oui. Et que je le supporte très mal parce qu'en fin de compte, on a été des gamins très malheureux dans notre jeunesse. Et on n'a jamais rien dit à personne. Moi, je suis allé voir une psychologue parce que j'avais du mal à supporter tout ça. Et puis, ça n'a rien donné du tout. Et puis là, je m'aperçois que depuis que j'ai perdu mon frère, je rumine, je m'enfonce. Ah, c'est souvent des périodes, Bernard, quand on perd... Oui, c'est normal, hein, quand on perd comme ça, quel que soit l'âge, un membre de sa famille proche, il y a beaucoup de choses qui remontent, hein. Voilà. Ouais. On avait des liens assez, je veux dire, éclatés, quoi, parce que comme on était une famille très éclatée, c'est vrai qu'on se voyait pas beaucoup. J'ai encore une sœur d'ailleurs. Maintenant, on se voit un petit peu plus depuis le décès de mon frère, et on en parle de tout ce qui nous est arrivé dans notre jeunesse, quoi. Et bon, je sais pas, je vois pas. Je crie vengeance, quoi, en fin de compte. Est-ce que c'est le bon moyen? Vous savez, hier j'avais redonné après le journal de minuit les phases du deuil et quand vous dites je crie vengeance, dans la vengeance il y a la colère et donc vous êtes à ce stade où vous êtes très en colère et là encore c'est normal, hein, c'est le travail de deuil qui se fait et tout d'un coup des choses remontent et la coupe est pleine en fait, hein. Donc là visiblement il y a un lourd secret dans la famille en fait, hein, c'est ça? C'est-à-dire un lourd secret, oui, parce que c'est le secret entre moi, mon frère et ma sœur, et puis jamais personne ne l'a su. Bon, les sévices qu'on a subis en étant jeunes, on a toujours gardé tout ça pour nous. On a été placés dans des centres sans jamais dire ce qui s'était passé. Donc j'ai trouvé ça injuste. Vous étiez placés tous les trois et vous aviez plus vos parents, c'est ça? Oui, on a été placés tous les trois, toute notre jeunesse, en fin de compte. Hein. Oui. Bon,
on était plus heureux, croyez-moi. Mais je me dis quelque part que c'est pas normal, quoi, parce que la justice aurait dû pousser peut-être un peu plus pour savoir ce qui se passe, quoi. Parce que, peut-être que maintenant, on est beaucoup plus vigilant sur le bien-être des enfants. Oui, vous avez raison, Bernard. Et qu'il y a sans doute une génération qui a subi des choses difficiles. Ouais. Et ça, vous en parliez tous les trois entre vous? On en a parlé, mais assez difficilement aussi. C'était un peu tabou, quoi, en fin de compte. Ouais. Et puis, c'est sûr que notre jeunesse n'a pas été toute rose. On a fait des conneries dues à tout ce qu'on a subi, quoi. Ouais. On a mal débuté dans la vie, ça c'est clair. Quand on reçoit des coups enfants, on les donne après, Non, attention, moi j'ai des enfants, je n'ai jamais levé la main sur mes enfants. Non, enfin je voulais dire, la violence qu'on reçoit, elle ressort à un moment donné. Pardon, c'est comme ça que je voulais le dire. Moi, je m'exprime plus par la parole, vous voyez. Oui. Frapper quelqu'un, les enfants, tout au moins, je ne peux pas. Oui. Mais c'est vrai que verbalement, je suis assez... je suis même un peu trop, quoi. Oui. Et depuis le décès de votre frère, vous en parlez avec votre sœur? Oui. Oui, vous en reparlez. Oui, j'ai ma sœur 3-4 fois par semaine parce que ma sœur habite pas dans ma région. Oui. Oui, on se téléphone tout, je vais pas dire tous les jours, mais presque pratiquement, oui. Et vous parlez beaucoup de ça? On en parle, oui. Oui. C'est bien, Bernard. Il faut. Il n'y a pas de, vous voyez, il y a pas d'âge où il n'y a pas de distance qui n'a pas été dit à un moment donné. Si c'est maintenant que ça doit être dit et sortir, c'est bien. Il faut absolument que ça existe parce que ça fait partie de votre histoire. Oui, tout à fait, oui. Et donc c'est aussi ça, la colère là où vous dites je crée vengeance, elle est saine parce qu'elle vous permet de sortir de vous votre douleur. Oui, mais moi, comment je peux vous expliquer? Attention, je suis pas une personne qui est méchante. Oui. J'ai pas un fond méchant. Mais sincèrement, quand je vois les gens qui m'ont fait du mal, j'ai vraiment envie de les taper. Maintenant, Vous les voyez plus, vous avez plus de nouvelles, vous avez plus du tout de lien, si, avec ces gens-là. Pardon? Vous avez plus de nouvelles, vous avez plus de lien avec. Disons qu'il m'arrive de les croiser. Ah. J'ai vraiment envie de venger mon frère, quoi. Oui. C'est pour ça que je vous demande un peu conseil, parce que vraiment, mon frère est parti comme un malheureux, quoi. Ouais. Et voilà, quoi. Et pourquoi alors, si justement vous êtes encore en contact avec cette famille, en contact, mais je les croise. Et provoquer la discussion, allez leur dire ce que vous avez sur le cœur sans leur taper dessus. C'est envisageable ça, Bernard? C'est difficile. C'est difficile, oui. Non, je comprends. Ou écrire une lettre avec votre sœur pour dire voilà, on porte ça sur le cœur depuis des années. Il est parti. On a besoin pour sa mémoire à lui, pour notre histoire à nous trois. On a des choses à vous dire. Ça peut être fait par écrit, ça peut être fait par oral, mais le dire. Sans rien en attendre, parce qu'il y a sans doute rien à en attendre. Ça doit être des gens très âgés, et puis voilà, c'est même pas sûr qu'ils comprennent d'ailleurs. Et puis de toute façon, ils n'iront. C'est-à-dire que la dame qui nous a élevés, qu'on va dire une belle-mère, pour moi, ça n'a jamais été une belle-mère, ça n'a jamais été personne. Une folcoche, ouais. Vu comment elle nous a élevés, elle est décédée, et encore, je suis gentil, je dis pas à son âme. Ouais. Je devrais pas. Mon père est décédé aussi en 2000 et puis lui, il voyait mais il ne disait rien. Donc c'est sûr que quand moi j'ai eu 17, 18, 19 ans, je l'ai traité de lâche. Je lui ai dit ce que je pensais de cette femme, quoi, en fin de compte. Lui, il m'a dit, mais moi je travaillais, je ne voyais rien. Je dis, écoute, arrête, on voit ce qu'on veut voir. Oui, on voit ce qu'on veut voir, bien sûr. Voilà, quoi. Le père son âme aussi, il est décédé. Ouais. Mais c'est les fils de cette dame qui nous ont fait aussi énormément mal. Énormément mal. Surtout à ma sœur. Surtout à votre sœur. À ma sœur, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Ce serait bien que ce soit dit, Bernard, il faut leur dire. Il y a 45 ans, vous savez, madame. Oui, mais peu importe, ça existe, c'est lourd pour vous et c'est une partie, sans violence, encore une fois, sans envie de vengeance, mais simplement
parce que c'est important pour votre respect de vous-même, celui de votre frère, celui de votre sœur, qu'aujourd'hui, ce qui est trop lourd puisse être mis en mots. C'est mots MAUX mis en mots MOTS et puisse être dit. Et ça peut être tout à fait par écrit, qui quelquefois l'écrit permet une distance, de réfléchir, de choisir comment on le dit, comment on a envie de le dire, mais et sans rien en attendre. Votre lettre vous l'a donnée, mais vous savez que vous avez pu vous exprimer auprès des personnes. C'est ce qu'on dit, c'est être entendu, pas forcément être écouté. Hein, c'est pas tout à fait la même chose, être entendu, être écouté. Et vous serez peut-être sans doute pas écouté parce qu'ils en tiendront pas compte pour eux et dans leur vie, mais vous aurez le sentiment d'avoir été entendu. Et c'est le même principe aussi quand on va voir un thérapeute. Mais là, il y a plus que d'être entendu, il y a de l'écoute, puisqu'il y a un renvoi. Mais là, c'est important que vous soyez entendu. Parce que c'est ce dont j'ai l'impression en vous écoutant ce soir, que ça me semble important, parce que vous allez retourner cette violence sinon contre vous, et ça c'est embêtant. Oui, c'est clair. Ça, je le traîne en moi depuis quelque temps, quoi. Et ça permettrait un détachement, ça Bernard. demande qu'à exploser, quoi. Et parce que si vous le canalisez pas, comme vous dites, ça va exploser sur le mauvais objet ou au mauvais moment ou ailleurs. Vous savez, c'est un peu comme la personne qui accumule on va prendre un cas banal, des contrariétés dès le matin au réveil. Ça va de sa femme, ses enfants, sa voiture qui démarre pas, enfin voilà. Puis qui arrive au bureau et qui se met à engueuler sa secrétaire au premier mot venu, alors qu'en fait, elle va prendre pour toutes les contrariétés d'avant qui n'auront pas été dites. Là, c'est un peu la même chose, c'est que votre colère, si vous l'exprimez pas au bon endroit, aux bonnes personnes, elle va sortir ailleurs. Et à un moment donné, elle va trouver un canal, elle va s'exprimer. Vous allez péter un câble, comme on dit un peu vulgairement, au supermarché, je sais pas où. Vous voyez, tout d'un coup, vous allez vous énerver parce que la coupe sera pleine, mais ce sera pas ni au bon moment, ni avec la bonne personne. Donc là, la colère, elle est là. Exprimez-la, Bernard. Exprimez-la à qui de droit, à qui doit l'entendre. Et il y a Marie qui envoie un SMS pour dire le Bernard doit se libérer son cœur, ça va l'aider lui à se libérer. Et ça, je crois, c'est difficile. Faites-le avec votre sœur, parce que ça peut être très 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 joli dans le sens constructif et rassurant. Ça peut réparer, parce que votre sœur, c'est important. Vous pouvez vous épauler là, l'un et l'autre. Et dans l'esprit de votre frère qui est encore très présent, ça fait 4 mois qu'il est parti, donc vous allez être tous les 3 dans cette lettre ou dans cette parole. Voilà, bien sûr. Ce que je suis content, en fait, c'est que c'est quand même malheureux que mon frère soit parti, mais ça m'a rapproché de ma sœur, alors qu'on était assez éloignés. Oui. C'est souvent le cas dans les familles. Oui, c'est souvent le cas, Bernard, dans les familles. C'est un élément qui bouge, et puis d'autres qui se regroupent, on se retrouve, on se découvre aussi. On se découvre. On se découvre quelquefois des années plus tard, où il y a des très jolies rencontres entre frères et sœurs qui peuvent avoir lieu 10, 15 ans, 20 ans plus tard, à des moments de la vie. C'est ça qui est extra aussi. Oui, oui, bien sûr. Et c'est bien que vous soyez comme ça, si proches, et si proches aussi à la fois dans le deuil de votre frère et puis dans cette douleur que vous avez vécue. Donc continuez le chemin ensemble là, de réparation. Faites-le ensemble. D'accord. Bon courage, Bernard. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit. Sophie Peters sur Europe 1. Hangar, version originale. Et puis j'ai des réactions pour Bernard avant qu'on accueille un nouvel auditeur. Il y a Ava qui vous conseille, Bernard, le livre du docteur Étienne Jallenques, Jallenques, sur la dynamique du pardon. Et puis il y a Chris qui vous dit que crever l'abcès peut vous libérer et vous aider à renaître pour vous dans le présent. Et enfin Neuch qui précise que l'avantage de parler est qu'au moins on a osé dire, c'est fait une bonne fois pour toutes, et au moins on ne revient pas dessus et l'on peut passer à autre chose. Ce qui me permet de répondre aussi à un SMS de Kitty qui dit: mais pourquoi l'écouterait-on puisqu'ils n'ont
pas été écoutés jusqu'ici. Alors, ce que je voulais expliquer, ce que je disais à Bernard tout à l'heure, c'est que oui, bien sûr, il y a peu de chance, effectivement, et vous avez raison, Kitty, que Bernard et sa sœur soient écoutés, mais ils savent qu'ils auront été entendus. C'est pour ça que je fais la différence, dans le sens où ils auront dit ce qu'ils avaient à dire eux à la personne qui doit recevoir ces paroles-là et ces faits-là. Et ça c'est très très important pour la réparation. Voilà, j'espère que j'aurais été plus précise pour vous, Kitty. Et j'accueille tout de suite Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse. Oui, bonsoir Sophie. Je vous félicite déjà pour votre patience et votre écoute. Merci voilà. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, vous n'avez pas une radio, quelque chose d'allumé derrière vous? Oui, peut-être il faudrait l'éteindre parce qu'on vous entend pas bien. Oui, voilà. Ce qu'il y a, c'est que comme mon mari est à côté, je voulais qu'il entende votre mes réponses. Vos réponses, mais ça fait rien. Ou alors avec le téléphone, peut-être plutôt. Non. Ah bah oui. Oui, avec le haut-parleur, voilà. Parce que la radio. Ah non, il y a Fifi. Non, surtout pas. Fifi me dit qu'il faut pas mettre le haut-parleur parce que ça crée des interférences. Bon, ça fait rien. Comme je suis franche, je lui dirai. Voilà. Alors voilà. Il devinera. Oui. Disons que voilà, j'ai quand même écouté beaucoup de personnes, ce qui m'a, comme j'étais en attente, et donc ce qui m'a permis un petit peu de voir un petit peu déjà la souffrance quand même qu'il existe chez les gens et de me situer un petit peu entre tout ce qui a été dit entre une et l'autre. Oui, ça peut aider. Donc, vous voyez, parce qu'il y en a quand même qui sont dans des états et moi je suis parfois dans ces états-là à des moments qui sont précis, c'est le matin au réveil. Ah oui. Le matin au réveil, donc j'ai pas envie de me lever, j'ai des angoisses terribles. Et là, ça date donc depuis, maintenant ça commence à durer, c'est pour ça que je fais appel un petit peu à d'autres intervenants. Ça fait un an et à peu près 3-4 mois où c'est maintenant où j'arrive à un moment très difficile. Oui. Et Marie-Thérèse, c'est relié à un événement précis parce que vous êtes précise dans le temps. Est-ce qu'il y a 1 an et 4 mois, il y a eu un événement précis? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a 8 ans de ça, mon mari donc a été à la retraite, il était ingénieur et donc moi j'ai toujours travaillé, j'étais même secrétaire, j'ai fait des animations de radio, des spectacles, disons que j'étais une personne très ouverte, associative, enfin disons une personne très heureuse pendant 35 ans avec mon mari, nous avons été très 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 heureux, j'ai eu cette chance-là et donc j'ai eu 2 filles qui ont réussi et qui nous ont fait des jumeaux tous les 2. Ce qui veut dire, je le précise, c'est que les grossesses sont passées chez moi, donc à 13 mois d'intervalle, si vous voulez. Bon, ça a créé quand même beaucoup de travail, mais beaucoup de bonheur dans la maison. Et mon papa est tombé malade tout de suite après que les enfants pouvaient partir chez eux. Donc mon mari, après, a été dans un état de comment je pourrais dire, pas bien comme ça, et donc il a voulu partir de la maison. Il a voulu partir de la maison, mais changer de vie en fait. Voilà, changer de vie, et donc c'est un peu éphémère puisque les filles sont venues, moi je ne suis pas intervenue, et donc l'ont raisonné, ils lui ont dit écoute papa, et tout, bon, ils voulaient retravailler. Il se disait bon, peut-être que la retraite c'était bien, on faisait de l'artisanat, on faisait pourtant plein de choses depuis 30 ans et puis on était bien occupés. Il disait toujours qu'il était bien préparé à la retraite, à ses copains, puis en fin de compte ils ont mis comme beaucoup dans le panneau, mais 2 ans après. Alors ce qui fait que bon, mes filles ont arrivé à le convaincre qu'il reste à la maison. Mais disons qu'à partir de cette période-là, moi j'ai combattu. Et je suis arrivée quand même à retrouver un bonheur aussi bien... Mais Marie-Thérèse, vous avez pu en parler ensemble, en tête-à-tête, de cet événement-là?
Ben oui, parce que c'était quand même très important. Bah oui, ça, oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'était très important. D'accord. Donc vous. Donc on en a quand même parlé, bien, mais moi je me suis dit, si vous voulez, je suis très amoureuse de lui. Oui. On était en osmose. On a énormément profité ensemble. On était bien en tout. Et donc moi ça a été un choc. Ouais. Un choc. Oui, vous n'avez pas compris, comme si tout d'un coup il y avait un mensonge, il y avait quelque chose qui sonnait faux. C'est-à-dire que dans la vie, j'ai eu quand même 2 déceptions où il m'a trompé 2 fois, mais cette fois-ci, c'était pour partir. Ouais. Alors, ce qui fait que j'y arrive à sauver pendant quelques mois. Et puis après, lui, il avait dans la tête de retravailler. J'ai trouvé donc des amis qui l'ont embauché, et puis il a fait quand même quelques mois de travail. Et puis, mais il était plus le même. Mais ça n'avait rien à voir avec une personne qui l'aurait suivi ou quoi. Oui. Non, ça c'était. Oui, il y a comme une perte d'énergie entre vous. Il y a comme. Oui. Il y a quelque chose, disons, de très fort. Oui. Et puis après, si vous voulez. Mais quelque chose qui s'est essoufflé. Il y a quelque chose qui s'est essoufflé. Moi, j'ai eu, si vous voulez, la réaction un peu tardivement. C'est-à-dire qu'au début, c'était pas possible. Je me suis dit en moi-même, vous voyez. Donc au début, j'ai pas rabâché, j'ai rien dit. Oui. J'ai plutôt dit, il faut rattraper ton couple, aussi bien dans la tête que sexuellement. Donc je suis arrivée, mais au bout peut-être de 6 mois ou 7 mois. Alors c'est pour ça il a repris un peu de travail et tout. Et puis du travail après. Allô ? Je vous ai perdu, Marie-Thérèse ? Ah, ça a peut-être coupé. J'ai l'impression qu'on a perdu Marie-Thérèse. Écoutez, on va essayer de vous rappeler Marie-Thérèse parce que peut-être que ça a coupé d'un seul coup. Du coup, je profite du temps que Hasiba tente de rappeler Marie-Thérèse pour répondre à un SMS de Petite Plume parce que par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure dans l'histoire de Bernard sur le fait de dire, de l'importance de dire à quelqu'un avec qui il y a un souci d'ouvrir son cœur ou d'exposer en tout cas son problème et puis une demande et quand on ne peut pas pour X raison parler à la personne, que faire ? Que faire ? Poser un acte symbolique, par exemple si la personne est décédée et qu'il y avait des choses qui auraient dû se dire, qui n'ont pas pu se dire du fait que la personne est partie, ça peut prendre la forme d'un acte symbolique sur la tombe, ça peut être une lettre qu'on enterre, ça peut être aller dire des choses, ça peut être au travers d'un objet, ça peut être un acte qu'on pose loin de la personne, entre soi et soi, mais qui parle, comment vous expliquer, qui parle à votre histoire avec cette personne. Voilà, en fait, ce que l'inconscient comprend, il comprend la posture ou l'acte symbolique. Donc, si c'est quelque chose de très important pour vous, par exemple, c'est vrai qu'on aurait pu, par exemple, dire à Bernard, si, par exemple, ces personnes-là n'existaient plus, étaient décédées, de prendre, je sais pas, un jouet d'enfant qui aurait appartenu dans ces moments difficiles et puis poser un acte, je sais pas, le casser, l'enterrer, enfin voilà, faire quelque chose qui ait un sens dans son histoire. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à Petite Plume et donc je me demande si on a retrouvé Marie-Thérèse. Bon, on n'arrive pas à retrouver Marie-Thérèse. Donc on va sans doute vous passer une petite et douce musique, un petit morceau de musique. Après, ça ira Marie-Thérèse de vous appeler demain. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et tout de suite le flash avec Rémi Ferreira et on se retrouve demain. Bonsoir, bonne nuit.